L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Tokyo, capitale de l'Empire du Soleil Levant. La géante nippone, alors que le cap de la mi-journée vient d'être dépassé, déborde d'une activité exceptionnelle. Les fêtes de fin d'année battent leur plein. Dans quelques jours, une nouvelle décennie va démarrer. Certains passants en profitent pour faire leurs courses en prévision de la célébration à venir. D'autres, ils sont beaucoup, le téléphone collé à l'oreille, ne sont qu'à la moitié de leur journée de boulot. Le rythme au Japon, plus qu'ailleurs, est harassant. Et pourtant, il y a au milieu de ce tourbillon un homme qui doit se contenter du marasme. Après 130 jours de détention, des semaines en résidence surveillée, Carlos Ghosn en a plus que marre de rester à l'écart. L'iconique PDG de Renault-Nissan, poursuivi par la justice japonaise pour des faits de malversation extrêmement graves, est en attente de son procès. Et il risque gros, c'est un euphémisme. Pour lui, ce qu'il est en train de vivre est une infamie, une injustice inacceptable, un complot. Voilà ce dont il est victime. Épié dans ses moindres faits et gestes, traqué, il n'en est pas moins animé par une volonté farouche, celle de se faire la malle, au propre comme au figuré. Nous sommes le 29 décembre 2019, il est presque 14h30 et c'est l'heure H de mon histoire. Les traits tirés, des cernes épaisses comme des poches au-dessous des yeux, Carlos Ghosn a le regard braqué contre l'une des fenêtres de son appartement. Le confort de l'habitation, faut bien le dire, rend son quotidien plus supportable. La cellule de prison dans laquelle il a passé plus de 4 mois le hante encore. Bientôt, tout sera de l'histoire ancienne, enfin du moins, il l'espère avec ardeur. Oh, non pas que le magnat de l'industrie automobile mondiale ait une confiance aveugle dans l'issue de son procès. C'est même tout le contraire. Cela fait longtemps qu'il s'est persuadé d'une chose. Face au complot qu'on trame contre lui, il n'a aucune chance de s'en sortir par la voie des tribunaux. Alors dans l'ombre, cela fait des mois qu'il prépare en toute discrétion un coup d'enfer, une évasion. Aussi rocambolesque qu'improbable, l'opération arrive aujourd'hui à son terme. Carlos Ghosn attend le feu vert. Si tout va bien, dans quelques heures, il aura quitté le territoire nippon pour en aller sans retour. Mais la réalité, c'est bien connu, se heurte parfois avec fracas aux projets les plus fous. Le prisonnier en passe de devenir fugitif a beaucoup plus de chances de se faire reprendre que de s'échapper. Ils sont nombreux, les agents des forces de l'ordre nationaux, à observer ses faits et gestes, du moins en temps normal. Se faire petit quand on est l'un des inculpés les plus célèbres du Japon ne va pas être une chose facile. Mais les difficultés traversées durant l'année de privation de liberté qu'il vient de subir suffisent à chasser ses ultimes doutes. Une tasse de café fumante à la main, le patron fait les 100 pas dans son espace de vie. Ses pensées tournent à 1000 à l'heure. Ghosn est un stratège. Il connaît chaque petite étape du plan qui va s'amorcer, là, dans quelques minutes. La pendule accrochée à son mur, seconde après seconde, semble le narguer davantage. Nul ne peut aller contre l'inénarrable marche du temps, même pas lui. Le moindre caillou dans l'engrenage et il en sera fini de tous ses espoirs. Quitter le Japon, l'option est sur la table depuis longtemps. Mais le prisonnier, lui, a mis du temps avant de se décider tout à fait.
Ce n'est que lorsqu'il a traversé les fêtes de Noël comme un fantôme, sans Carole, l'amour de sa vie, que partir est devenu la seule option possible dans son esprit. Rendre sa liberté conditionnelle plus souple n'est pas sur la table des autorités japonaises. Hors de question de lui permettre de rejoindre son épouse, même dans un logement à Tokyo en attendant le procès. Sans perspective. Il ne lui reste que l'évasion comme solution. Et puis, enclencher la machine au tout dernier moment, c'est aussi mettre plus de chances de réussite de son côté. Soudain, 14h30. C'est l'heure. L'homme enfile son long manteau d'hiver. Première étape, passer inaperçu dans la nasse, devenir invisible aux yeux des caméras nippones. Pour cela, le par-dessus ne suffit pas. Il enfile une casquette qu'il enfonce bien profondément sur son front et devant ses yeux. Et puis, son dernier accessoire, un masque. À Tokyo, tout le monde en porte. La pollution est si forte dans la capitale que cela est devenu la norme pour bien des Japonais. En quelques instants, Gon est fin prêt. Il prend le temps, une seconde, de se regarder dans la glace. Puis, en un instant, il sort de son appartement. Le plus dur, alors, commence. Sortir de son logement n'est pas une violation de sa liberté conditionnelle. Il peut se balader assez librement. En cette période de fin d'année, le moment est idéal pour tenter le coup. Pas de policier prévu pour le surveiller physiquement cette semaine-là. Moins de dispositifs de sécurité. C'est le moment ou jamais. Comme à son habitude, Gon prend le temps d'acheter son journal pour ne pas éveiller de soupçons. L'homme se fond au milieu des Japonais qui profitent pleinement de cette belle journée d'hiver. Le fugitif, lui, fonce tête baissée. Il ne s'arrête plus. Déjà, une seule obsession résonne, la prochaine étape de son plan d'évasion. Carlos Ghosn le sait. Ce qui l'attend, s'il est rattrapé, lui serait insupportable à vivre. Retour dans une cellule de prison, sans aucun aménagement possible. Pour l'homme d'affaires, c'est limpide. L'échec n'est pas une option. Le fugitif s'infiltre dans les couloirs du métro pour rejoindre un premier point de rendez-vous. L'hôtel Grand Hyatt, Tokyo. Il y retrouve deux hommes, les exécutants de l'opération. Il est 15h précises. Le patron est pile à l'heure. Ses contacts, eux, ne sont pas venus faire du tourisme. Ils ont posé le pied le matin même sur le sol japonais. Et ils comptent bien repartir d'ici moins de 7 heures, bien accompagnés par le capitaine d'industrie. Pour venir, ils ont loué un avion privé à une société turque. Un jet qui n'attire pas l'attention plus que cela, et qui arrive de Dubaï. Le trio n'a pas le temps de s'épancher. Ils n'ont pas une minute à perdre. Sautant dans un taxi, ils annoncent au chauffeur leur prochaine destination, la gare de Shinagawa, au sud de la métropole. Ils doivent embarquer dans un train à grande vitesse pour quitter la capitale et rejoindre Osaka. Rapidité et discrétion, tout se passe comme prévu. Le TGV japonais est réputé pour sa fiabilité et son incroyable rendement. Mieux, la crainte de Ghosn d'être reconnu dans la rue ou les transports s'estompe rapidement. Personne ne semble se soucier de la présence de cet homme au masque et à la casquette. C'est pour une bonne raison. Tokyo est une ville touristique où le mouvement est incessant, d'autant plus en cette période de fin d'année. Le plan, lui, ne subit pour le moment du moins aucune espèce d'accroc. Pour autant, rien n'est encore gagné. Les prochaines étapes seront les plus ardues, les plus cruciales aussi. Durant tout le trajet vers Osaka, l'une des plus grosses villes du pays, l'homme d'affaires ne fait pas retomber la pression.
2 heures plus tard et 500 kilomètres plus loin, le voilà accompagné de ses complices sur le quai de la gare. La liberté ne semble déjà plus si éloignée. 18 heures. Le bout du tunnel est en vue. Enfin, presque. Si un avion privé les attend sur le tarmac de l'aéroport d'Osaka, il va falloir passer inaperçu. Le trio embarque dans un taxi et s'arrête dans un hôtel. C'est là que le mystère abat sur nous son voile épais. Dans la discrétion feutrée de cette chambre, Carlos Ghosn disparaît. Ses 2 complices quittent l'établissement quelques minutes plus tard. Ils prennent la direction de l'aéroport, sans lui. Mais où est passé le PDG en fuite? Cueilli au dernier moment par les autorités japonaises? A-t-il pu craquer sous la pression? Vous pouvez me croire, cette histoire est digne des plus grands polars de notre littérature. Nous sommes un an plus tôt, le 19 novembre 2018, au cœur de l'Empire du Soleil Levant. Au soir d'une journée historique, les chaînes info du monde entier se font le relais d'une bombe médiatique comme il n'en arrive que rarement. Carlos Ghosn, l'un des plus grands patrons d'industrie automobile, vient d'être mis sous les verrous. L'omnipotent PDG de Renault-Nissan, cueilli à son arrivée à l'aéroport international de Tokyo, est accusé par la justice nippone de graves malversations financières. La déflagration est immense dans le monde entier. Il faut dire que Ghosn est loin d'être un patron lambda. Il est à la tête d'une machine qui roule. Il l'a récupérée il y a des années au plus bas. Petit à petit, décision après décision, il a su devenir l'un des industriels les plus puissants du globe. Né au Brésil, l'homme d'affaires est le stéréotype de ceux qui partent de rien, ou presque, et qui connaissent tout de même une ascension fulgurante. En menant des études brillantes, il rejoint Paris, Polytechnique et l'École des Mines. Michelin lui ouvre les bras dès la fin de son cursus. Ghosn dirige la grande usine de Clermont-Ferrand à l'âge de 27 ans seulement. C'est en 1996, après 18 ans de bons et loyaux services, qu'il est débauché par Renault. Le groupe est à la recherche d'un nouveau numéro 1, alors qu'une passation de pouvoir se prépare. Les têtes du groupe sont claires. Si Ghosn parvient à remettre Nissan sur les rails au Japon, alors il prendra la tête des opérations. La firme nippone, qui vient de céder la moitié de ses parts à Renault, est au plus mal. Un rebond est on ne peut plus hypothétique. Ouais, ça, c'était sans connaître la force de caractère de l'homme d'affaires. Cela commence par une réduction drastique des effectifs. 20 000 personnes se retrouvent sur le carreau. Une anomalie au Japon. Mais les résultats donnent raison au nouveau boss. Les bénéfices sont de retour après 3 ans. En 2001, il devient PDG de Nissan. C'est une star au cœur de l'Empire du Soleil Levant. 8 ans plus tard, il prend la tête du groupe tout entier et devient instantanément l'un des plus puissants patrons d'industrie dans le secteur automobile mondial. Avec lui, Renault-Nissan devient, en un rien de temps, la première force du plateau, dépassant tous les autres groupes avec qui il est en concurrence. Sa chute brutale est donc on ne peut plus spectaculaire. Ghosn, c'est le patron de la première boîte automobile dans le monde. Un gars qui pilote la destinée d'un géant et qui, devant les caméras du monde entier réunies au Japon, est embarqué dans un van sans ménagement, comme le plus grand des malfrats. Le premier surpris de cette affaire, c'est lui. Ce soir, il était attendu au restaurant à Tokyo pour dîner avec sa plus jeune fille.
Elle se réjouissait de lui présenter son nouveau petit ami. Eh bien, il n'en sera rien. Le PDG est tombé dans les mailles d'un filet extrêmement bien tendu et minutieusement préparé. C'est en descendant de son jet que le patron comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Bien souvent, il passe les contrôles de sécurité et les portiques sans que personne ne lui dise quoi que ce soit. Après tout, au Japon, il est un visage familier. Pourtant, ce 19 novembre, le voilà discrètement conduit dans une petite pièce de l'aéroport. Là, le personnel le fait patienter. Il y aurait un petit problème de visa. Tiens, l'homme s'étonne. Il en est persuadé, les démarches ont été faites dans les règles et dans les temps. Les minutes passent, Ghosn s'agace. Ses questionnements ne vont pas tarder à trouver des réponses, ce qui va le choquer au plus haut point. L'homme qui rentre dans le petit local n'est pas un douanier, c'est un procureur. En une seule phrase, il réduit à néant les projets d'un des hommes les plus puissants de la planète. « Monsieur Ghosn, je suis chargé de vous annoncer que vous êtes en état d'arrestation. » La vie de l'industriel, elle, bascule en un claquement de doigts. D'emblée, certains éléments de la spectaculaire séquence vont interpeller le PDG et une partie de l'opinion. Le plus troublant peut-être est la présence de toutes ces caméras et de tous ces journalistes à l'aéroport le soir du 19 novembre. Faut pas se leurrer. Les médias ont été prévenus par la justice de ce qui allait se passer. Pire, le procureur et ses équipes organisent une mise en scène bien éloignée de la réalité. Sur le tarmac, des images savamment tournées laissent à penser que les enquêteurs ont cueilli le patron directement dans son jet. Pourquoi ? Oh, tout est une affaire de symbole. Les médias récoltent des images fortes et l'opinion, elle, va croire plus facilement à la culpabilité de l'homme d'affaires. Il faudra de longues semaines pour que la vérité ne soit révélée. Mais le mal est fait. La liste de ce qu'on lui reproche, elle, va s'allonger de manière spectaculaire. Au moment de son arrestation, la justice lui reproche d'avoir omis sciemment de déclarer certaines sources de revenus. La magouille concernerait 70 millions d'euros versés par Nissan entre 2010 et 2018. Le PDG aurait mis en place un système frauduleux afin de remporter discrètement le jackpot. Le truc, c'est que Carlos Ghosn et ses équipes sont formels. Ces 70 millions, il n'en a jamais vu la couleur. Pire, ce chiffre n'a jamais été évoqué, ni via un contrat, ni via une quelconque preuve écrite. Quand il le fait remarquer à la justice, on lui rétorque qu'il devait tout de même déclarer cet argent, alors même qu'il ne l'a jamais encaissé. Tout ça, ça tient pas debout. Les avocats du patron le perçoivent vite, et une crainte en eux s'immisce immédiatement. Cette accusation est une façade. Le procureur est en train de leur mijoter un sale coup, assez puissant pour provoquer dans le monde entier une nouvelle déflagration. Avril 2019. Alors qu'il pensait faire face à une affaire judiciaire facile à contourner, Ghosn se réveille avec un sacré mal de crâne. 4 chefs d'accusation supplémentaires lui tombent sur le coin du nez, dont ceux gravissimes de détournement de fonds et d'abus de confiance. Il aurait profité de sa position pour se faire offrir des logements luxueux sur les fonds de l'entreprise. D'une villa au Liban à une maison cossue d'Amsterdam, la justice, persuadée de la culpabilité du magnat, referme sur lui son emprise. En détention, l'ancienne star adulée se retrouve confrontée à l'extrême difficulté d'un quotidien sans passe-droit ni arrangement. Dans sa minuscule cellule individuelle, il devient l'égal des autres détenus, dans une cage qui reste allumée jour et nuit. C'est la douche froide. Habitué au luxe et un train de vie confortable, Ghosn va connaître durant 130 jours de nombreuses privations.
Sa défense se prépare. Ses avocats ne nient pas que les biens immobiliers pointés du doigt ont été achetés par Nissan. Mais l'entreprise, qui les a mis à disposition de son PDG, aurait perçu des loyers de la part de celui-ci. Face à ce nouveau flot d'accusations, les conseils du patron le rassurent. Tout ça ne tient pas debout. Il sera bientôt dehors. Pourtant, Carlos Ghosn, lui, n'est pas à l'aise. La justice japonaise est l'une des plus impitoyables du monde. Elle condamne l'extrême majorité de celles et ceux qu'elle inculpe. À la fin du mois d'avril, après 4 mois de détention, le magnat gagne le droit de sortir de prison. Il règle la somme astronomique de 12 millions d'euros en guise de caution. Il va vivre dans l'attente de son procès, en résidence surveillée. C'est là que les premiers jalons de son évasion vont se mettre en place. Les médias du monde entier, eux, se divisent autour de la question de sa culpabilité ou de son innocence. D'aucuns n'hésitent pas à rappeler certains éléments de son passé à la présidence du groupe. Comment ne pas penser au scandale de 2011, où des cadres de Renault, alors 3e constructeur mondial, ont été mis à pied en raison d'un espionnage industriel. À l'époque, enfin stratège, Ghosn est un des premiers à miser sur la voiture électrique. Un pionnier du secteur à une époque où la technologie n'est encore qu'à ses balbutiements. Une angoisse pour le patron qui ne veut pas voir ses résultats être victimes d'un espionnage concurrentiel. Ça ne va pas manquer. Via une lettre anonyme, Ghosn découvre que 3 de ses cadres ont vendu des informations aux Chinois. Sans avoir plus de preuves, la direction de Renault les convoque, leur annonce leur licenciement. Le grand patron va même aux 20h de TF1 mettre en avant le scandale dans l'opinion. Ouais, mais voilà. Les coupables désignés, en réalité, ont été victimes d'un corbeau. Ils n'ont jamais été des espions. Et le PDG, qui croyait protéger son entreprise, se retrouve mis au banc. Entouré d'anciens policiers pour surveiller ses cadres, Ghosn passe bientôt pour un parano qui n'hésite pas à employer des méthodes pour le moins douteuses. La fausse affaire d'espionnage, en réalité, est une manipulation de certains membres du personnel. Tout a été inventé. La presse n'hésite pas à se servir de ce moment pour esquisser les contours de la personnalité du boss, autoritaire, excessif et prêt à tout pour protéger ce qui compte pour lui. Assez probant pour l'imaginer capable de mener à bien un détournement de fonds massif. Certains le croient. Face aux événements qui le submergent, la position du patron reste la même. Il est la victime d'un complot orchestré contre lui. Il prend pour preuve la mise en scène de son arrestation et la dureté judiciaire à laquelle il fait face. Pire, il n'hésite pas à parler d'acharnement. Tout le système nippon joue contre lui. Il faut dire que depuis plusieurs années, les relations se sont tendues entre les Japonais et le grand Manitou de l'alliance Renault-Nissan. En cause, une loi votée en France en 2015 qui permet à la marque aux losanges de devenir bien plus puissante face à son partenaire asiatique. Celui qui tire les marrons du feu ? Carlos Ghosn, évidemment. Il en profite pour augmenter, contre l'avis de ses actionnaires, son salaire dans des proportions dingues. On parle alors de 15 millions d'euros annuels. De quoi provoquer de nombreux griefs de l'autre côté du monde. De modèle de réussite, adulé dans tout le pays, le patron devient une cible à abattre. Et si son arrestation n'était que la funeste conséquence de la dévalorisation de son image au Japon. Quoi qu'il en soit, face aux accusations qui pèsent contre lui et la condamnation qui lui pend au nez, Carlos Ghosn n'a plus le choix. Il va devoir monter de toutes pièces un plan qui va lui permettre de se tirer d'affaire, où sa vie risque bien de se terminer dans la solitude d'une prison japonaise.
Osaka, 29 décembre 2019. Il est un peu plus de 18 heures. Le fugitif Carlos Ghosn s'est échappé de sa résidence surveillée depuis plusieurs heures. En quittant Tokyo, il tente une incroyable évasion qui doit le mener loin des terres nippones. Son plan, parfaitement mis à exécution jusqu'à présent, connaît sa phase cruciale. La chambre d'hôtel, réservée par ses comparses, devient le lieu d'un incroyable jeu de passe-passe. Le PDG ne ressort jamais de la pièce. Et pour cause. En y pénétrant, il découvre sa carte de sortie. Une malle gigantesque dans laquelle il doit se cacher. Le tout afin d'échapper aux contrôles nombreux qui peuvent avoir lieu à l'aéroport. Oh, c'est sûr, la technique est osée. Elle paraît même assez imprudente. La malle est loin de passer inaperçue. Il suffit qu'un douanier demande qu'on l'ouvre et sa cavale prendra fin prématurément. Mais au pied du mur, Ghosn n'hésite pas un instant. Il se glisse dans le contenant. Ses complices, en qui il a toute confiance, ressortent de l'établissement hôtelier en poussant cette caisse énorme, renforcée par une armature en acier. Il la charge dans une voiture noire. En trombe, le véhicule prend la direction de l'avion qui doit guider le patron vers une liberté retrouvée. Là encore, rien n'a été laissé au hasard par les organisateurs du plan. Si l'un des deux aéroports d'Osaka a été choisi, c'est qu'il dispose de capacités de contrôle moindres que celles de certaines autres structures japonaises. Il ne dispose pas, par exemple, d'un immense scanner de bagages. Impossible pour les douaniers donc de vérifier l'intérieur de la malle sans la faire ouvrir. Les deux hommes n'attirent aucun soupçon. Souriant, ils passent toutes les étapes avant l'embarquement, sans encombre. Cela peut se comprendre. La période de l'année, bien choisie, évite de subir des contrôles impromptus. Et puis, on a tendance à moins embêter celles et ceux qui voyagent en jet privé. En somme, quelques minutes suffisent aux hommes mandatés pour charger la caisse dans l'avion. Dans sa malle, l'homme d'affaires, contorsionné, attend qu'on vienne lui ouvrir. Jusqu'au tout dernier moment, tout est possible. Les douaniers peuvent tomber sur l'appareil et l'empêcher de décoller. Qui sait ? Les autorités japonaises, peut-être, ont pu remonter sa trace et comprendre qu'il s'est volatilisé. Il ne tarde pas à se rassurer. Bientôt, l'avion monte sur la piste. Il décolle. Direction Istanbul pour une escale, puis la ville de Beyrouth, au Liban. Le pays dans lequel il a grandi. Celui où l'attend déjà sa femme Carole. Bientôt, du bruit autour de lui. Des serrures qui s'ouvrent. Tout semble gagné. L'incroyable pari n'était donc pas illusoire. L'organisation d'une telle manœuvre n'a pas pu se faire en un claquement de doigts. Elle est déjà la conséquence d'un régime de surveillance qui est loin d'être aussi raide qu'on pourrait le croire. En réalité, l'homme d'affaires n'est pas surveillé jour et nuit comme s'il était en cellule. Mieux, son régime lui octroie la possibilité de découcher 2 nuits d'affilée sans autorisation et de se promener à sa guise. 3 caméras dans son appartement permettent de contrôler qu'il est bien présent ou qu'il respecte bien les conditions de sa conditionnelle. 1 fois par mois, les enregistrements de ce dispositif sont contrôlés par le juge. En parallèle, Nissan organise un système de surveillance qui, lui, est très contraignant. Mais les avocats du prévenu obtiennent, 48 heures avant l'évasion, sa suspension. Ce qui veut dire que fin décembre, aucun dispositif de suivi en temps réel n'existe. Carlos Ghosn, physiquement, est donc assez libre de ses mouvements. En revanche, on ne peut pas dire la même chose de ses communications, qu'elles soient familiales, amicales ou professionnelles. Chacune de ces conversations est scrutée de près par les autorités compétentes. Ainsi, impossible pour lui de rendre public
l'une ou l'autre donnée sensible sans prendre le risque d'être pris la main dans le sac. Il n'a pas la possibilité, entre autres exemples, d'aller sur Internet comme il le souhaite. Cela doit uniquement se faire chez son avocat. L'historique, lui, est aussi passé au peigne fin. Parmi ses proches, nombreux sont ceux qui figurent sur une liste noire. Impossible pour l'homme d'affaires, par exemple, d'appeler sa propre femme. Il ne peut pas l'avoir non plus. Officiellement, la justice nippone estime qu'elle pourrait influer sur l'enquête et faire disparaître d'éventuelles preuves. La défense de Ghosn, elle, parle d'humiliation. Le mania vit mal cette séparation. Assez pour fomenter en toute discrétion et pendant des mois l'opération qui doit lui permettre de s'échapper. Il est très difficile encore aujourd'hui de comprendre tous les contours de la préparation de son évasion, mais une chose est sûre. Difficile de croire qu'il est celui qui chapeaute toute l'organisation. Pour réussir, il a besoin d'un relais extérieur. C'est certainement la place que prend sa femme. Il nous est impossible cependant de connaître réellement la place de Carole Ghosn dans tout le processus. Officiellement d'ailleurs, les époux continuent de marteler qu'elle n'était au courant de rien. Mais soyons clairs, ça semble assez improbable. Les deux hommes qui lui permettent d'atteindre Osaka, eux, sont de sulfureux spécialistes d'exfiltration, père et fils. L'un des deux est un ancien béret vert. Pas rien. Mais pas suffisant pour réussir d'une main de maître un tel coup. Autour du patron, la présence d'une deuxième équipe en soutien semble indispensable. En tous les cas, le grand patron est sur le point de réussir son coup et d'échapper enfin aux griffes des juges qui cherchent à le faire condamner. Lundi 30 décembre, un peu plus de 5 heures du matin. Dans le jet, la malle est vide. Depuis plusieurs heures déjà, Carlos Ghosn, l'air triomphant, est installé confortablement dans un siège. En contemplant le ciel qui s'étend au-delà du hublot, il remarque le soleil qui se lève. L'avion, lui, s'apprête à atterrir. À Beyrouth, sa destination finale. Le choix du Liban n'est pas anodin. Si le pays est membre d'Interpol, comme le Japon, aucun accord d'extradition n'existe entre les deux nations. Ainsi, ces ressortissants en prise avec l'Empire du Soleil Levant ne craignent rien. L'homme, en descendant sur le tarmac, retrouve le goût de vivre. Il est enfin libre. Carlos Ghosn vient de réussir le coup parfait. Il va pouvoir passer le réveillon de la nouvelle année en famille, ce qui paraissait impensable moins de 24 heures auparavant. L'homme d'affaires, malgré sa fuite retentissante, ne se contente pas de rester tranquille après son évasion. Le 8 janvier, il donne à Beyrouth une gigantesque conférence de presse afin d'expliquer une partie de sa vérité. En guidant le tempo, en étant entouré de grands communicants, il reprend la main. Ghosn est dans le contrôle. Son discours, lui, s'axe autour de sa certitude d'avoir été victime d'un complot et d'avoir subi une terrible injustice. Le coupable de la machination ? Nissan, qui n'aurait pas supporté la loi française favorisant la mainmise de Renault sur le groupe. Toute sa stratégie de communication depuis le début de ses déboires est simple. Il veut semer le doute dans l'esprit des gens. Ses détracteurs parlent de malversation, lui de complot. Les accusations. Oh, de la poudre aux yeux, un instrument pour le faire tomber. Dans cette affaire, il est impossible de savoir quelle est la place réelle de Carlos Ghosn. D'escroc présumé à victime d'un système qui joue contre lui, il n'y a qu'un pas qui semble bien difficile à franchir. Il n'empêche, le mania n'en a pas fini avec les déboires judiciaires. C'est d'autant plus le cas que la France, elle aussi, va sortir du bois.
La République le place dans une situation difficile. Depuis mars 2019, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête préliminaire à son sujet. En cause, 2 réceptions données au château de Versailles, dont Renaud est l'un des grands mécènes. La première, en 2014, se tient le jour de ses 60 ans et est présentée comme un dîner visant à entériner le rapprochement des entreprises de l'Alliance. La liste des invités, 650 personnes tout de même, laisse pourtant à penser qu'il a convié des proches. 2 ans plus tard, en 2016, c'est dans le cadre de son mariage qu'il use de sa place pour louer le Palais du Roi Soleil. Surprise, les locaux sont mis à sa disposition gratuitement. Dans le droit français, ces passe-droits portent un nom. Ce sont des abus de biens sociaux. Mais c'est pas tout. En 2024, le parquet national financier le met en cause pour des faits de corruption passive dans l'affaire qui touche Rachida Dati. Ainsi, l'homme d'affaires est encore loin d'en avoir terminé avec les juges. Les suites de son évasion au Japon, elles, ont été particulièrement retentissantes au sein de l'Empire du Soleil Levant. Ses avocats japonais démissionnent et le lâchent. Dès le 2 janvier 2020, une notice rouge d'Interpol est émise contre lui. Son statut de fugitif est dès lors international. Quelques mois plus tard, ces 2 complices, des Américains, sont arrêtés aux États-Unis et extradés vers le Japon en mars 2021. Ils sont condamnés à 2 ans de prison. La Turquie, elle, fait arrêter le personnel de vol du jet privé ayant servi à la fuite. Un cadre de l'entreprise et 2 pilotes sont condamnés à purger une peine de 4 ans de prison. L'homme, lui, ne se montre toujours pas discret. Il vient de donner une interview aux médias légendes. La justice, elle, n'est pas encore passée au sujet des affaires que traîne Carlos Ghosn. Le propos ici n'est pas de prendre parti ou de considérer qu'il est coupable ou innocent. Son évasion, résultat d'une extraordinaire préparation longue de plusieurs mois, ne doit pas faire oublier l'essentiel. Complot ou pas, l'homme d'affaires s'est soustrait à la justice d'un pays que d'aucuns considèrent comme étant démocratique. Je n'ai pas fui la justice, j'ai fui l'injustice, ne cesse de répéter le mania. Il faudra des années, c'est une certitude, pour faire toute la lumière sur un dossier bien nébuleux et pour le moins sensationnel. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Antoine Charpagne et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.